à la professionnalisation des cyberattaquants, nous ne pouvons rester assis sans rien faire. Heureusement, la résistance s'organise. Depuis plus de 20 ans, les assises sont l'occasion pour tous les acteurs de la cybersécurité de se rencontrer et d'échanger autour des sujets de la cyberdéfense. Et cette année, ils préparent leur arme la plus puissante qui soit. Mais alors, quelle est cette organisation? Comment la sécurité se pratiquera-t-elle en 2025? Et surtout, dans ce jeu incessant du chat et de la souris, comment les attaquants vont-ils riposter? Pour répondre à ces questions de protection, je ne reçois pas les Avengers, mais ils s'y connaissent. Antime, Maria, Paul, bonjour. 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 Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Maria, Paul, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient peut-être pas? Je suis Maria Iacono, je suis la directrice des assises de la cybersécurité. Plus qu'un événement, l'institution de la cybersécurité française. Et donc, je sais de la chance d'être à ce poste depuis 5 ans. Et donc, les prochaines assises se feront en octobre prochain. Voilà. On a hâte. Et Paul? Alors du coup, moi, Paul Lemel, j'ai 20 ans dans la cybersécurité. Je suis actuellement responsable de la cybersécurité du groupe Lactalis, basé à Laval. Et Maria m'a sollicité cette année pour être le président d'honneur de l'édition 2024 des Assises. Ok, donc bel événement en perspective. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette arme magistrale qui est un peu le mot d'ordre des assises de cette année 2024? Alors, il nous faudrait 3 heures d'enregistrement. Je pense qu'on est en temps limité, donc je vais essayer d'être brève. L'arme fatale des assises, c'est la communauté que Paul représente, hein, et je le remercie d'ailleurs, l'énième occasion, j'y tiens à le remercier pour avoir pris ce rôle de président d'honneur de l'édition 2024. Donc je reviens, l'arme, c'est vraiment la communauté des RSSI, des CISO, de ces experts, est une communauté très, très, très forte, avec un sentiment de partage et d'échange qui a été bâti sur cette dernière vingtaine d'années. Justement, Paul en est bien le témoin. Et donc, c'est ça la sauce secrète, la recette des assises, la communauté que Paul représente. Et du coup, toi, Paul, comment est-ce que tu en es venu à cette organisation aussi? Enfin, à ce mot d'ordre, on va dire plutôt. Ah oui, le mot d'ordre de cette année qui est ensemble, c'est justement... J'ai beaucoup réfléchi parce que, voilà, quand on a l'honneur de représenter... la communauté au sein des assises, il y avait un peu de pression sur le thème ou sur ce qu'on va porter. Et j'ai pas mal réfléchi, forcément. Et à un moment, je me suis dit, on va prendre la devise des JO, c'est pas mal, hein, plus vite, plus haut, plus fort. Ça correspond un peu à tout ce que tu disais de l'évolution de la cybersécurité ces dernières années. Et en fait, j'ai découvert à cette occasion, figure-toi, qu'il y a un mot qui a été rajouté à l'issue de la dernière édition des Jeux Olympiques, qui est « ensemble ». Et qui est traduit en plus en latin par communitaire, qui est la racine latine de communauté. Et donc, je me suis dit, c'est évident. Et quand j'en ai parlé à Maria, elle m'a dit, oui, c'est évident. Donc, cette année, c'est ensemble. Et avec cette logique-là de se dire que le cœur des assises, c'est la communauté, c'est le partage, c'est d'être ensemble et de travailler ensemble. Que c'est pour moi un hommage un peu à cette communauté qui m'a fait grandir depuis 20 ans, qui m'a aussi accompagné sur des incidents cyber, ça, on reviendra peut-être sur ces sujets. C'est aussi une nécessité aujourd'hui de travailler ensemble, parce que la menace a évolué, on en a discuté en préparant un peu ce podcast. Et puis, pourquoi c'était évident? Parce que lors de l'édition 2024, Maria a ouvert les assises en disant nous devons travailler ensemble. Tu vois, déjà 2024, elle ouvre les assises en disant 2023 ça. Du coup plutôt. 2023, pardon, ouais. Excuse-moi. Pas de souci. Et en vérifiant, ce qui est rigolo, c'est que Guillaume Poupard,
en 2015, il disait déjà qu'il fallait agir ensemble dans son discours d'ouverture des assises. Donc je pense que c'est un peu récurrent quand même. Voilà, et c'était donc logique de faire ce clin d'œil à la fois au JO et à quelque chose qui porte les assises depuis le début. Donc c'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment de la cybersécurité où les assises notamment, c'est plus uniquement une occasion de partage et d'échange entre professionnels. Il y a une vraie nécessité aujourd'hui, dans le contexte actuel, de travailler réellement ensemble, de ne pas juste partager des bonnes pratiques. Ah oui, c'est absolument nécessaire et on en discute très régulièrement entre nous. On a une chance en France, c'est qu'on a une communauté cyber qui est très forte, qui s'est construite finalement il y a plusieurs années, peut-être même avant la création des assises, avec un certain nombre de clubs d'experts. Ça a été le CIGREF qui avait déjà une composante cybersécurité, puis ça s'est déployé avec le CLUSIF, le CESIN, mais qui rassemble uniquement des RSSI, on va dire des personnes qui font de la cybersécurité dans les grands groupes. On a aussi maintenant, de plus en plus, la nécessité d'agréger autour de cette communauté, mais c'est déjà le cas, les offreurs de solutions, les sociétés de conseil qui nous accompagnent. Les SN, bien sûr. Les autorités, la justice, l'armée. Enfin, après, ça devient très large, puisqu'on y reviendra, mais le contexte aujourd'hui de la cybersécurité, c'est que c'est devenu un risque systémique. C'est comme ça que c'est exprimé par les responsables économiques et les responsables politiques au forum de Davos, par exemple. Ça fait plusieurs années qu'ils le positionnent comme un risque systémique. Et quand on dit risque systémique, c'est un risque sur toute la société. Donc à partir du moment où toutes les composantes de la société sont touchées, on doit y faire face ensemble. Sachant que plus que d'autres domaines, le domaine de la cybersécurité, historiquement, est un domaine où on est censé avoir cette posture vers l'autre, vers l'ensemble, de manière plus naturelle, parce que les attaques viennent par les autres cibles, par le réseau. Donc il y a la posture naturelle est déjà vers le fait de ne pas être en silo, travailler en silo. Mais néanmoins, là, on a ressenti, Paul a ressenti avec le côté travailler ensemble, qu'il fallait en fait dépasser les méthodos et passer à l'échelle même. Passer à l'échelle. D'ailleurs, c'est ce qu'il recommande depuis un moment Vincent Struvel, actuel directeur de l'ANSSI, c'est passer à l'échelle et de coopérer davantage. Ouais. Or, il faut faire attention aux mots, parce que coopérer davantage, travailler ensemble davantage, ne veut pas dire qu'il n'y a pas déjà des choses de faites, mais la complexification du contexte géopolitique, et j'enchaîne, fait qu'il faut plus agir, davantage. Oui, parce que ce qui est surprenant aussi dans ce que vous décrivez, c'est que vous parlez de travail ensemble, mais vous incluez aussi des acteurs étatiques. Tu parlais effectivement de l'armée, de l'État. Donc on n'est pas uniquement sur une protection face à des acteurs, on va dire, privés de cyberattaques, mais il y a aussi des États dans le lot, et du coup, c'est-à-dire aussi que... comment on peut réussir à se protéger au même niveau? On se dit que si tu sors l'armée... Tu sors les gros moyens, en fait, aussi. Ouais. Non, mais alors, tu as raison. En fait, l'écosystème des attaquants a beaucoup évolué. Alors, en 20 ans, puisque j'ai finalement eu la chance de commencer il y a 20 ans, l'attaquant, c'était quelqu'un d'intelligent, qui avait envie de s'amuser, qui était passionné de technologie. C'est le hacker, le fameux hacker, qui avait juste, et je vais faire un mauvais jeu de mots, qui avait juste à cœur de découvrir comment les solutions fonctionnaient et de pousser un peu les choses en dehors de la boîte, de penser en dehors. Et c'est comme ça que tu as des Kevin Mitnick qui ont commencé à faire du phreaking sur les lignes téléphoniques avec un simple sifflet qui faisait bugger le PABX et blam, tu avais tes appels gratuits. Ça, c'est le hacker, tu vois. Il fait ça pour s'amuser, pour découvrir, etc. Alors, il se trouve que Kevin Mitnick, ça lui permettait en plus de passer des appels gratuits, super, mais l'aspect économique et le gain financier n'était pas le moteur. Voilà. Je pense que ce qui a fortement évolué ces dernières années, c'est qu'on est passé de ces personnes-là, de celles qui s'amusaient, et même Code Red, dans mes souvenirs, en 2000, qui a mis un certain nombre d'entreprises par terre en faisant tomber les serveurs SQL, était juste une sorte de preuve de concept, quoi. Ils ont trouvé aujourd'hui un moyen de s'en servir pour faire de l'argent.
Alors d'abord parce que la société elle-même utilise de plus en plus les moyens numériques. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on ne commandait pas sur Amazon. Ça ne marchait pas comme ça. Au mieux, on achetait des trucs sur eBay. Voilà. Mais maintenant que le numérique est devenu une composante essentielle de notre société, forcément, il y a de l'argent à faire. Et à partir du moment où il y a de l'argent à faire, il y a des acteurs qui s'emparent de ce sujet. Et non seulement il y a de l'argent à faire, mais en plus, c'est de l'argent, je dirais, facile, au sens où le retour sur investissement est juste énorme. Et l'archétype de ce que je suis en train de dire, c'est le ransomware, c'est cette menace de rançon logiciel, qui est l'archétype de la façon dont un groupe de cybercriminels va pouvoir finalement bloquer une entreprise, s'emparer d'une entreprise et gagner de l'argent. Donc ça, c'est une évolution majeure. Et l'autre évolution majeure que j'ai pu voir, c'est qu'on est passé d'un système de défense où finalement on mettait un firewall, etc. Il y avait quelques experts qui s'occupaient de l'entreprise, à tisser doucement de plus en plus de liens avec des personnes avec qui au début on pensait ne pas forcément avoir de lien particulier, qui sont les responsables sécurité. J'entends responsable sécurité physique parce qu'il a fallu protéger nos data centers, il a fallu protéger les sites, etc. Mais surtout les personnes du renseignement. C'est-à-dire que d'un coup, on est rentré dans une logique où on fait du renseignement d'intérêt cyber. Maintenant, Maria pourra en témoigner, mais aux assises aujourd'hui, ou en tout cas à l'édition 2023, c'était impressionnant de voir le nombre d'entreprises qui venaient vendre du renseignement d'intérêt cyber. Donc notre monde a changé en 20 ans, et c'est assez étonnant. Et tout ça pour s'adapter mais même je le vois, moi-même, je le vois sur les 5 dernières éditions, justement, parce que moi, j'ai un regard plus court, mais j'ai l'impression que ce regard est très accéléré. D'un côté, pour le côté attaquant, c'est que vraiment, on en avait discuté, nous sommes face à la professionnalisation vraiment, de ces attaquants. Je t'avais même dit, bah oui, tu t'y attendais pas qui les savait quand même. Ouais, c'est un commerce qui tourne et gentil en plus. Ne vous énervez pas, on a quelques peu de retard, mais dans 2 jours, vous aurez des réponses pour votre rançon. On en est dans ce contexte, mais ça veut dire quoi ça? La professionnalisation dont parle Paul, d'un côté. Et de l'autre côté, sur la partie renseignement, OSINT et tout ça, c'est des sujets qu'en très peu de temps, récemment, on paye vraiment le premier plan et on le voit même dans les programmations. Cette année, on va parler d'OSINT, on parle beaucoup d'OSINT. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il n'y en avait pas autant. C'était quelque chose encore marginal qui intéressait, c'était quelque chose de curieux, alors que là, c'est vraiment le devant de la scène. Il y a une vraie professionnalisation du secteur et elle se retrouve dans tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que finalement, on fait de la cybersécurité où on attaque pour de l'intelligence économique, et donc on parle open source, on parle... voilà. Tout ce qui influence déstabilisation par les États, et puis faire de l'argent, tout bêtement, la cybercriminalité. Et par contre, pour continuer et terminer sur ma réponse, l'autre évolution, ou en tout cas une des réalités de ce monde-là, c'est que les frontières sont extrêmement floues entre les acteurs. C'est-à-dire que faire la différence entre un acteur étatique et un simple groupe de cybercriminels n'est pas forcément évident, parce que les uns utilisent les autres. Notamment, les services de renseignement s'appuient sur des groupes de cybercriminels. Et ça, c'est très vrai dans certains pays, notamment la Chine, la Corée du Nord et la Russie, qui parfois même entretiennent ou laissent proliférer des groupes de cybercriminels purs et durs, mais sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour mener un certain nombre Au contraire, comme ça, ils aident à ce qu'ils fassent l'exercice. Parce que ces groupes étant plus riches, ça veut dire qu'ils sont plus puissants et ils ont plus de moyens, et donc c'est tout bénef pour la figure politique qui en profite. Donc il y a vraiment un contexte assez aberrant et inquiétant. Avec un pacte de non-agression. Il y a un critère, on va dire, de cette professionnalisation des cyberattaquants qui m'a un peu marqué. J'avais un invité il y a quelques mois qui m'expliquait que les cyberattaquants, ce sont des organisations qui ont des DRH. Il y a des recruteurs, il y a des comptables, il y a qui ont des outils, c'est une entreprise normale, quoi. Qui vont même plus loin dans certains cas, qui embauchent des personnes sans leur dire la réalité et la finalité de ce pourquoi ils sont embauchés. C'est-à-dire à la limite, certaines personnes peuvent se retrouver à travailler pour des groupes de cybercriminels sans même le savoir. Voilà. Donc certains des développeurs qui nous écoutent ont peut-être participé sans le savoir. Voilà, il faut se méfier des offres sympathiques. C'est le message, c'est important de passer ce message, effectivement. Paul,
dans ta mission, effectivement, c'est important. Mais c'est une réalité, si tu veux. Ce sont des groupes extrêmement structurés. Et un autre aspect de la professionnalisation des attaquants, et on a parlé rapidement, c'est dans une étude qui a été faite par Wavestone et l'Institut Montaigne en 2021, et qui parle de cet écosystème, c'est qu'il s'est lui-même spécialisé. C'est-à-dire que chez les attaquants, il y a une spécialisation. Donc il y a ceux qui se spécialisent dans le ransomware, donc la création même du virus, des mécanismes d'attaque et qui proposent des services d'attaque. Donc on parle même, tu vois, entre nous, on parle de RAS, Ransomware as a Service. Tu connaissais le IaaS, le PaaS, tu découvres le RAS, le Ransomware as a Service. Et ça revient à ce que disait Maria, tu achètes un service. Donc à partir du moment où tu achètes un service, tu as le logiciel pour mener ton attaque, mais tu as le service de blanchiment, tu as le support technique, tu as le chat 24/7 pour pouvoir t'aider en cas de problème. Et contre tout ça, tu lâches un pourcentage de la rançon que tu auras réussi à obtenir. Mais face à ça, tu vas avoir tout ce qu'on appelle les Initial Access Brokers. Donc c'est ceux qui se sont spécialisés, eux, dans la récupération des identifiants Internet et qui, en fait, passent leur temps à collecter des données, à collecter des identifiants sur les entreprises, à les classer, à les tester. Et à un moment, ils les mettent en vente sur le dark web. Et grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir un acteur qui se dit « Tiens, j'ai décidé d'attaquer l'entreprise A. Je vais sur le dark web. J'utilise les moteurs de recherche pour regarder quels sont les identifiants valides pour cette société. J'achète 20, 30, 100 $, 150 $ en fonction de la cible. Dans la foulée, je vais sur mon RAS. Je monte mon cloud d'attaque le temps de... Hop, j'utilise les identifiants que j'ai achetés pour commencer mon attaque, rentrer dans l'entreprise. Dès que j'ai les accès suffisants, je déclenche le ransomware et je sais que derrière, la rançon, le blanchiment est traité, je récupère la somme en Bitcoin à la fin. Donc tu vois, c'est tout un écosystème qui s'est constitué, qui est extrêmement bien décrit, qui évolue, qui est en compétition aussi, les uns avec les autres. Finalement, c'est un vrai marché. Ouais. C'est un vrai marché qui s'est développé et qui est en fait un peu effarant quand il pense. Est-ce que ça veut dire que les cyberattaquants, ils ont compris le attaquer ensemble avant que, côté défense, on arrive à s'y mettre? Je parlerais plutôt... Je ne peux pas partager le ensemble avec eux. Désolée. Parce que il y a quand même une histoire de valeur dans ce secteur, parce qu'il y a secteur et secteur, il y a des valeurs, il y a des ADN, il faut le dire, dans chaque marché. Je pense plutôt que côté attaquant, c'est on va là où il y a du profit. Aujourd'hui, c'est pour la géopolitique. Demain, c'est pour le gain. Enfin, c'est vraiment profit. Et c'est sans regarder en tête personne. Donc, je pense plutôt, c'est vraiment pas le ensemble ou réseau, c'est plutôt je vais là où il y a le gain et où je peux y aller de manière la plus forte possible avec de la facilité. Donc, je m'en prends aux hôpitaux parce que c'est facile, c'est tellement... Voilà, et un jour, et puis le lendemain, ça va être... je vais servir un chef d'État, que je ne citerai pas. Voilà, c'est plutôt... c'est ça qui est important vraiment à garder en tête. C'est les valeurs ne sont pas les mêmes. Oui, c'est drivé par le profit. Voilà. C'est-à-dire que, et ça va très loin d'ailleurs, c'est rigolo, tu as tout à fait raison Maria de l'évoquer, dernièrement il y a un groupe de ransomware qui n'a pas versé la rançon. En gros, alors comment ça se passe? Il y a un attaquant qui s'appuyait sur un ransomware as a service qui a eu un beau succès, et son fournisseur l'a planté avec la caisse. Donc voilà, c'est... Comme quoi, l'exemple. Voilà. Ouais. Et c'est récent, c'était l'an dernier, je crois. J'ai oublié le nom du groupe, etc. Ça se retrouverait en cherchant sur Internet. Mais typiquement, ton fournisseur te plante et il part avec ton pognon. Sauf que le fournisseur étant complètement illicite, il n'y a aucun recours possible. Alors que pour revenir à notre monde, notre vrai secteur dans tout ça, alors que moi, mon vrai constat, c'est que je vois de plus en plus de partage. Et quand je parle de partage, c'est aussi... de grandes entreprises qui sont plus matures dans la manière de se défendre, d'aller aider en partageant l'expertise avec les filiales, avec les prestats, avec la communauté tout court. Moi, je le vois comme exemple parce que je gère aussi Ready for It, qui est un événement plus pour les ETI, côté
invité, côté participant, eh ben, je vois des personnalités de grandes entreprises qui viennent exprès, qui n'ont pas le gain d'y aller parce que ça ne sera pas là qu'ils trouvent leur fournisseur ou leur mode de travail, mais qui y vont pour aider les autres CISO, les autres RSSI, les autres DSI aussi, à comprendre mieux comment s'armer. Oui, parce que c'est aussi un moyen pour eux de protéger des maillons de la chaîne qui sont plus ou moins loin, mais qui peuvent... Que ce soit par la supply chain, parce qu'on est dans le réseau des prestataires, ou absolument, parce qu'on revient à ce qu'on disait au départ, que l'ensemble est plus naturellement applicable au secteur de la cybersécurité, parce qu'il n'y a pas de silo. Dans le boulot quotidien de Paul, il n'y a pas de silo. Justement, pour continuer sur ce sujet de la maturité, vous évoquiez le fait que il y a l'armée qui est aussi impliquée dans ces sujets-là maintenant, l'ANSSI, donc effectivement des organismes étatiques. Mais si on prend effectivement l'armée, les grands groupes, les ETI, et puis du coup en bout de chaîne, les PME, puis après derrière ça, même les particuliers, le niveau de maturité est pas du tout le même en fait. Comment est-ce qu'il peut y avoir vraiment une collaboration quand justement il y a des niveaux de maturité et même de moyens, si on pourrait le dire, qui sont extrêmement différents. Et j'en rajoute que ce niveau de maturité fait que c'est là où c'est pas mature, c'est là où va l'attaquant, justement. Parce que post-Covid, ou même dans toute la période, qui a été mis par terre? Les hôpitaux, les collectivités, et les ETI, et les régions. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment là, cette partie, comment naturaliser l'échange, le partage. Moi, je voudrais dire que tout d'abord, si on revient au travail en réseau, au travail de communauté, il y a quand même pas mal de travail fait par les associations, comme ça soit le Césin, le Clusif. Voilà. Donc déjà, de un, il y a quand même du travail qui se fait. Et de plus en plus le MEDEF, les organisations patronales qui prennent aussi en compte ce risque et qui ont finalement un réseau de communication envers les ETI et les PME qui n'a rien à voir avec le réseau des RSSI. Et typiquement, tu vois, moi je sais qu'à Laval, je participe régulièrement avec le MEDEF Mayenne à des sessions de sensibilisation pour des petites entreprises. Donc, typiquement, tu vois, c'est le genre aussi de lien qu'on peut faire quand on parle ensemble. Et n'oublions pas aussi la naissance des campus cyber régionaux. Parce que Paris a été créé il y a 4 ans, désormais, mais les autres ont suivi et ils reprennent la mission justement parisienne qui avait pour couvrir le territoire, pour faire plus de formations, pour aider, et aussi pour aider les offreurs locaux, les acteurs locaux aussi à avoir plus d'aide, à devenir plus gros, parce que c'est important qu'il y ait aussi une présence locale en termes de couverture. Ouais, carrément. Et je reviens sur le sujet du ensemble. Il y a une idée qui a popé. Parce que ce que tu décrivais aussi tout à l'heure, Paul, c'était que le numérique est beaucoup plus présent dans nos vies au quotidien, ce qui est une vérité indéniable. C'est un constat. Il y a aussi le fait que le type d'attaque, quand tu parles de ransomware ou de récupération d'accès ou ce genre de choses, il y a peut-être 20 ans ou 25 ans, chaque salarié n'était pas forcément une faille numérique en soi dans l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quel salarié peut représenter une porte d'entrée sur un ensemble d'aspects. Et ce qui nécessite, encore une fois, d'en travailler ensemble, c'est que c'est pas uniquement les entreprises entre elles, mais c'est aussi dans une même entreprise. C'est vraiment un travail collectif, commun. Alors, c'est d'autant plus vrai ce que tu dis que l'employé, à la suite du Covid, travaille chez lui, qu'on l'a parfois même envoyé travailler depuis la maison avec son poste personnel, parce qu'on n'a pas forcément eu les moyens d'acheter des ordinateurs portables pour tout le monde, et qu'il accède à des données de l'entreprise depuis un appareil personnel. Alors c'est des choses qui existent, c'est des risques qu'on avait déjà autrefois. Moi j'ai des histoires rigolotes comme ça de fichiers RH qui ont été partagés par le fils de 15 ans qui faisait du Napster, et donc le fichier RH disparaissait. Voilà. Mais aujourd'hui, dans l'arsenal des attaquants, on a ce qu'on appelle les information stealers qui explosent en ce moment et qui sont tout simplement des virus qui sont posés sur les smartphones ou les ordinateurs personnels, et dont le seul but est de récupérer des identifiants et des cartes de crédit.
encore une fois dans une logique d'exploitation financière immédiate de la carte de crédit ou de vente des identifiants sur le dark web. Et finalement, l'employé peut être exposé à la maison. Donc il a besoin effectivement d'avoir une certaine connaissance du monde cyber, en tout cas des bonnes pratiques de cybersécurité qui lui permettent de travailler en sécurité. Et c'est intéressant ces échanges parce que justement à travers le campus cyber ou en tout cas les CISORT régionaux, etc., commence à germer l'idée de diplôme, tu vois, de diplôme cybersécurité qui pourrait être délivré aux employés à l'issue d'une formation et qui pourrait du coup montrer dans son CV en disant vous voyez, j'ai eu une formation cyber, donc je suis un peu plus employable chez vous, etc. Il y a une ébullition, je dirais, de réflexion au sein des entreprises, etc., autour de ces sujets. L'ANSSI a un MOOC SecNum qui est vachement bien. Enfin voilà. Et puis après, si on ouvre la porte de la formation de nos enfants à l'école, qui sont soumis aussi à tous ces sujets-là à travers les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, etc. Enfin, tu ouvres des portes dans tous les sens et c'est des sujets d'ailleurs qu'on aurait aimé ou qu'on aimerait aborder aux assises aussi. C'est que comment tu formes les plus jeunes, comment tu vas parler dans les écoles. Pour les former, pour les protéger, mais aussi pourquoi pas parler de nos métiers aussi, parce que il va falloir aussi des gens qui nous rejoignent pour nous aider à défendre. Il y a une vraie nécessité de vulgariser la cybersécurité. Pas seulement d'un point de vue, il faut se préserver davantage, comment se défendre mieux, comment avoir la réflexe, ça c'est une évidence. Mais moi je dirais aussi de faire un appel, enfin, faire comprendre à l'extérieur, aux écoles, aux jeunes, aux femmes, combien de métiers il y a dans ce secteur et la fascination de ces métiers. Moi, je suis dans ce milieu depuis 5 ans. Je suis devenue une passionnée de la communauté. Il y a vraiment un sentiment un sens, c'est des métiers qui donnent du sens. Et malheureusement, c'est pas des métiers assez connus, reconnus et connus, parce que on imagine toujours, ah non mais ça doit être vachement difficile de comprendre quoi que ce soit. C'est technique, c'est ci, c'est ça. Certes, il faut être, ça dépend par quel bout on prend le discours, mais s'il n'y a pas un travail de vulgarisation et de rendre sexy, je dirais, ce secteur, on ne sortira pas des grands soucis qui sont effectivement le manque de talent, qui est en général un manque de talent. En général, dans l'IT, encore plus, malheureusement, en cybersécurité. Et puis même la nécessité d'éduquer les gens à des principes de base, de vigilance, de sécurité. Exactement ça. Moi, je vois la sécurité routière. Il y a quelques mois, il y a eu cette histoire d'arnaque au président à Hong Kong, je crois, ou à Singapour, avec un deepfake. Un deepfake, un comptable qui s'est retrouvé dans une réunion Zoom avec des collègues qui étaient en fait pas du tout là. Moi, ça m'a fait prendre conscience et j'ai mis en place un protocole avec ma famille parce que moi, ma voix et ma vie et mon image est quand même extrêmement disponible. Il faut que tu aies un code secret. Donc on a un protocole, si jamais ils sont contactés par moi pour leur demander de l'argent ou un truc, on a un protocole en place pour qu'elles puissent savoir si c'est bien moi ou pas. Mais c'est vrai que quand je parle du sujet avec ma fille de 9 ans, c'est compliqué. Alors bon, aujourd'hui elle n'a pas de téléphone, donc il y a peu de chances qu'un attaquant puisse l'appeler en se faisant passer par moi. Mais tu vois, ma jeune fille de 13 ans, pareil, il a fallu expliquer ces choses-là, parce qu'en fait, tu vois, tu parlais des écoles, c'est vrai que c'est des sujets qui ne sont pas du tout évoqués à l'école. On parle du cyberharcèlement, mais pas forcément. Et hier, je faisais une préparation, un call préparatoire pour les prochaines assises, et on préparait une des keynotes. Et je ne vais pas citer bien évidemment le frère en question qui va présenter cette keynote, mais grosso modo, ce qui nous a proposé, et j'ai vraiment sauté sur l'occasion, ce qu'il va nous proposer, c'est aux assises, on sera en octobre 2024, tout juste un mois avant les élections américaines. Donc cette société va faire une étude de tout ce qu'il y a eu justement comme utilisation du deepfake et tout ça, dans le contexte des législations
et des élections dans les diverses... parce que c'est quand même une année assez compacte, hein, quand même, c'est une année rare. Hein. Tout est là. Et encore, quand on n'en est pas censé en avoir, on s'en invente, on se les crée, 3 semaines. Bref. Et du coup, il va faire une analyse de tout ce qui s'est passé sur l'année, sur toute cette progression et avec avec une projection sur le dernier mois qui reste aux États-Unis, qui est quand même un mois dense. Quelles sont les probabilités d'attaque? Qu'est-ce qui va se passer de ce qu'on peut apprendre justement de tous les deepfakes qui ont été impactants dans les autres contextes. Donc il y a aussi à prendre en compte non seulement le contexte géopolitique, on en a déjà parlé, c'est une évidence, guerre égale cyberguerre, mais aussi il y a un contexte vraiment de l'infogérance, voilà, qu'il faut prendre en considération. Tout le bouillonnement à droite à gauche dans le monde, ça impacte jusqu'au bout. Ouais, carrément. Dans tous les échanges qu'on a évoqués, la question que je me pose, c'est à quel point... C'est quoi le travail ensemble? Est-ce que c'est juste se partager les informations? Ou est-ce qu'il y a vraiment une... est-ce qu'on peut construire... Est-ce que 2 entreprises peuvent construire ensemble une défense? En fait, ça a plein de dimensions. Et je m'en suis... c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi ce thème, parce que quand on a commencé à le décliner, en fait, on couvrait tous les sujets de la cybersécurité d'une manière ou d'une autre. Je vais prendre un exemple tout bête. On a parlé des autorités. Tout à l'heure. Tu m'as dit, pourquoi travailler avec les autorités? On sait qu'en cyber, c'est ce qu'on a dit, l'attribution est difficile, c'est dur d'identifier l'attaquant, etc. C'est certain. Donc ce sont souvent des enquêtes très très longues. L'attribution est difficile. On fait parfois face à des États dont la législation ne permet pas forcément l'extradition et la poursuite complète de l'enquête, etc. Donc on a un peu l'impression que ça ne sert à rien. Et donc, la tentation classique quand on est attaqué serait de dire j'ai été attaqué, d'une certaine manière j'ai évité le pire, je laisse les choses là. Si on fait ça, on n'a pas porté plainte, la justice ne peut rien faire. La justice ne peut pas lancer d'investigation sans plainte. Et donc, je sais que entre nous, de plus en plus, on travaille à porter plainte de manière systématique. Et typiquement aux assises, un constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, comment on porte plainte? Tu vas à la gendarmerie à côté? Tu es une grande entreprise, tu viens expliquer une attaque cyber à la gendarmerie de Laval? Autant te dire que... Alors, c'est moins vrai, c'est beaucoup moins vrai, parce que certains généraux de la gendarmerie nationale me tomberaient dessus. Mais non, ils ont fait un effort dingue. La gendarmerie s'est adaptée. C'est-à-dire que la gendarmerie, aujourd'hui, est obligée d'avoir des enquêteurs cyber et des personnes en gendarmerie qui peuvent comprendre ce que c'est qu'une usurpation d'identité, etc. Donc, il y a un travail phénoménal qui a été fait. Mais on est encore obligé, même nous, professionnels, de se dire comment je porte plainte. Voilà. Et typiquement, dernièrement, j'ai découvert que le tribunal de Paris a une adresse spéciale et un service qui peut nous réorienter. C'est leur procureur. Et du coup, ça nous a donné l'idée de faire une conférence spéciale. Que faire en cas d'attaque? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment des enseignements. Mais j'ai appris assez récemment qu'on peut appeler le 112. Le numéro d'urgence, tout simplement. Ah, peut-être. Alors là, tu vois, Moi, j'avais fait la blague, appelle le 17 LOL, mais apparemment... Mais visiblement, non, vraiment, ils ont... Alors après, ils te redirigent sur quelqu'un, t'as pas le... C'est la porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, et effectivement, ils te redirigent vers... Il faut aussi prendre en considération, dans le contexte cité de Paul, sur le côté de, je laisse tomber, je porte pas plainte et tout ça, il y a aussi le contexte de ne pas forcément vouloir partager le fait d'avoir été attaqué, parce que, surtout quand on fait partie d'un très grand groupe, on a un risque de déstabilisation de la marque, parce que voilà, il faut prendre ça en compte, quand même, qu'il y a... Or, les langues se dévoilent de plus en plus. Je le vois aux assises avec le nombre de rétex. Aux assises, on organise des ateliers. Et l'année dernière, sur 113 ateliers, j'avais fait un calcul, il y en avait
91 qui était vraiment sur des rétex. Les rétex, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul, il a été attaqué, par exemple, il va en parler et il va dire, voilà, j'ai été attaqué, ça s'est passé comme ça, on a travaillé comme ça avec cet offreur pour, voilà, et partager. Donc, ça veut dire, les langues se dévoilent. Mais néanmoins, on est dans un contexte où les gens, ils ont compris maintenant que sans partage, on ne peut pas avancer. Parce qu'en fait, c'est même sans enquête, en plus. On ne peut pas avoir les apprentissages nécessaires. Parce que c'est bien bon quand on se fait comme relais, il faut comprendre comment ne pas répéter chez soi et chez les autres, quand même, l'accident. Mais vous restez là sur de la déclaration d'attaque. J'entends qu'effectivement, ça se fait de plus en plus. C'était juste pour ouvrir le sujet vers les autorités. Par exemple, pourquoi impliquer l'autorité judiciaire? Tu vois ce que je veux dire? Finalement, c'est l'aval de l'attaque. Maria a évoqué tout à l'heure le fait qu'effectivement le groupe Lactalis avait été attaqué, c'est public, etc. C'est d'ailleurs un grand changement, comme le dit Maria, des entreprises qui de plus en plus vont communiquer et dire clairement qu'il se passe quelque chose chez elles. Alors, juste, si je peux me mettre une parenthèse sur ces augmentations de communication, est-ce que c'est vraiment... je reviendrai après vraiment, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais juste petite parenthèse, est-ce que c'est vraiment une prise de conscience de l'importance de partager l'information, ou est-ce que c'est une prise de conscience que quand tu te fais attaquer, quand tu te fais hacker, ça va forcément se savoir à un moment, et que si c'est pas toi qui contrôle la communication, sur la dégradation de la marque, comme tu l'évoquais Maria tout à l'heure, c'est encore pire d'avoir une autre source qui dit au fait, telle boîte c'est fait. C'est même plus compliqué que ça. Mais globalement, bien sûr qu'il y a plein de motivations pour ne pas communiquer. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus dangereux de ne pas communiquer que de communiquer. Pourquoi? Parce que tu dis effectivement, à un moment, ça risquerait ça va se savoir. Et si ça se sait alors que tu l'as pas dit, voilà. C'est pire. C'est pire. D'un point de vue purement communication, c'est pire. Si on parle juste sous langue communication. Mais de toute façon, tu as sans doute tout intérêt à le communiquer au départ. D'abord parce que tu as des obligations légales de communiquer certaines choses. Et tout particulièrement si des données personnelles de tes clients ont été touchées. Là, ça devient une obligation légale. Donc, voilà. Mais ensuite, on parle juste de confiance. C'est-à-dire que tu n'es pas tout seul. Et c'est un peu ça la raison aussi de l'ensemble. C'est qu'une entreprise, elle n'est pas toute seule dans son coin. Elle s'appuie sur des fournisseurs. Elle a des clients, elle a des partenaires. Quand toi, tu es attaqué, il y a un risque de débordement sur les systèmes d'information de tes fournisseurs, de tes clients, de tes partenaires. Du coup, pourquoi est-ce que les RSSI communiquent entre eux depuis très longtemps? C'est que lors d'une attaque, il y a des traces qui sont laissées. C'est les fameux IOC, Indicator of Compromise. C'est des adresses IP, des haches de fichiers, etc. Du moment où toi, tu es attaqué, tu commences à collecter cette information. Tu récupères autant de traces qui permettent aux autres de détecter l'attaque dans leur propre système d'information ou de se protéger. Et finalement, en communiquant, qu'est-ce que tu crées? Tu crées de la confiance. Tu viens dire en fait à tes partenaires, nous on s'est fait attaquer, mais voilà, je vous donne tous les éléments qui vous permettent de vérifier immédiatement chez vous si ça a débordé chez vous, en venant de chez moi, ou si vous subissez une attaque similaire du même attaquant. C'est rare qu'un attaquant se focalise sur une seule entreprise. C'est ce qu'on disait, tu vois. Ils ont des heures de bureau, ils travaillent, etc. Mais du coup, ils ont aussi des objectifs. Et ils font du parallélisme, etc. Et ils ont les mêmes outils. Donc, si toi, tu subis une attaque d'un groupe particulier, que tu as identifié des adresses IP, un certain nombre d'éléments techniques qui t'ont permis de détecter l'attaque ou que tu as collecté à l'issue, si tu le partages, en fait, tu rentres dans cette logique de protection collective qui va permettre à chacun d'aller vérifier de son côté si c'est fait. Alors, pendant longtemps, ça, c'était un des rôles de l'ANSSI. C'est-à-dire que pendant un temps, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui, finalement, étant en contact avec la société attaquée, encore faut-il que la société attaquée prenne contact avec l'ANSSI. Et moi, j'ai des choses à raconter là-dessus, parce qu'ils sont vraiment utiles. Et donc l'ANSSI, une fois qu'elle avait cette information, l'a partagée en disant regardez, voilà. Donc ça, c'est une partie du sujet. Mais aujourd'hui, via le CESIN, via le CLUSIF, via un certain nombre de canaux de communication, on est capable de commencer à s'échanger cette information. Et ce qui est très intéressant, c'est que certains
on va dire, certaines industries, je pense notamment au monde bancaire et au monde aéronautique, se sont organisées parce qu'ils sont peut-être encore plus interdépendants les uns des autres et subissent un grand niveau d'attaque, et du coup ils se sont complètement structurés pour mettre ça en place. Donc ils ont des CERT, donc les CERT ce sont des équipes de réponse à incidents communes, où finalement ils construisent de manière commune des moyens de partager l'information et de se protéger, tu vois, à des échelles sectorielles en tout cas. Et l'ANSSI travaille beaucoup là-dessus. Ils ont aujourd'hui à l'ANSSI des correspondants sectoriels et des correspondants régionaux, dont le seul rôle est quasiment finalement de mettre de l'huile dans les rouages et d'organiser cette communication entre les entreprises. Donc si tu veux, pour moi, ça dépasse la simple logique de est-ce que j'ai intérêt à communiquer ou pas à communiquer. Tu as intérêt, en fait, indépendamment de communiquer, pas communiquer, tu as intérêt à partager. Ouais. En fait, voilà. y a des réseaux, c'est ça faire la différence si entre partager et communiquer. Si tu avais peur de communiquer, il ne faut pas avoir peur de partager. Après, sur la partie il existe des canaux pour le faire. Voilà, tu pourrais, à la limite, partager cette information de manière anonyme. Si vraiment tu le souhaitais, c'est faisable. Et ça, c'est des choses qui peuvent s'organiser. Mais c'est hyper important, c'est le partage. En fait, c'est comme si... on pourrait faire l'analogie avec le système immunitaire. Il y a un moment, si tu veux, il faut que les globules blancs puissent se produire un peu partout. Si toi, tu es attaqué, que tu dis pas ce qui t'est arrivé, comment veux-tu que les entreprises avec lesquelles tu travailles puissent se protéger? C'est pas possible. Oui, mais du coup, on est encore sur une réponse à attaque. C'est-à-dire que quelqu'un se fait attaquer, il faut qu'il partage l'information aux autres pour que les autres puissent se protéger. Est-ce qu'il y a une possibilité pour un secteur ou pour un ensemble d'acteurs de se dire ok, voilà comment est-ce qu'on va se protéger tous ensemble pour éviter l'attaque d'après? En fait, c'est l'étape d'après. Tu as bien compris que les entreprises les plus matures ont déjà franchi ces étapes-là. Et un sujet dont on parlera beaucoup aux assises, c'est la réglementation NIS 2, la directive européenne NIS 2, Network Information and Security 2, qui, elle, vient mettre dans la loi cette obligation. En disant, en fait, la menace est systémique, vous ne pouvez pas ne pas vous protéger, vous ne pouvez pas ne pas vous organiser pour vous protéger. Donc, il y a bien sûr des secteurs qui ont déjà joué cela et qui le font. Alors, c'est aussi difficile pour nous RSSI, parce que d'un coup, on est obligé de rendre compte à nos clients, nos fournisseurs, parfois de notre propre niveau de cybersécurité. Donc là, il peut y avoir des enjeux particuliers qui pourrait limiter la communication. Tu n'as peut-être pas envie de dire que tu n'es peut-être pas au niveau de cybersécurité qu'on imaginerait, etc. Donc il y aura sans doute des difficultés à partager cette information, mais ça devient réel. Et ce qui est très intéressant, c'est si tu prends le domaine aéronautique, qui est une supply chain extrêmement précise et où le moindre grain de sable peut venir perturber la mécanique, ça fait très longtemps que tu as des contrôles de tes fournisseurs, que tu utilises les mêmes systèmes, des réseaux communs, etc., qui finalement sont protégés de manière commune. Il y a le cas intéressant, c'est celui du monde de l'assurance et de la banque, avec l'exemple de Dora. Ils sont plus en avance, justement, sur cet exercice de la réglementation, et même de voir différemment la réglementation, plus comme un support, plutôt que de quelque chose qui est imposé et qu'on subit. Il y a une posture assez... on le voit d'ailleurs au Césan, dans les réunions du Césan, on voit bien que les RSSI de ce secteur ont plus de facilité avec l'approche NIS 2. NIS 2 a été pas mal appréhendé. Maintenant, en octobre, toujours d'ailleurs, en octobre, on sera à une étape clé. La semaine après les assises, ça sera une étape clé. Mais l'année dernière, effectivement, ça a déjà commencé à monter en puissance. D'ailleurs, je pense que le Césan, cette année, le congrès du Césan va être consacré à tout ce qui est la réglementation, les enjeux de réglementation. C'est sûr que Dora s'adresse à un secteur donc de la finance et assurance qui sont des entreprises qui sont déjà tellement attaquées qu'ils ont forcément un niveau de maturité sur le sujet qui est assez fort. Moi, ce que j'ai retenu de NIS 2, surtout, c'est que c'est la mise en... le risque pénal qui est encouru par un patron d'entreprise ou une patronne d'entreprise qui se fait avoir. Responsabilité. La logique étant de se dire que si une entreprise se fait avoir, c'est qu'elle a des normes de sécurité qui ne sont pas à jour et que c'était une décision consciente de l'équipe dirigeante, moi je l'ai senti effectivement aussi cette
cette inquiétude d'un coup avec l'arrivée de NIS 2, c'est qu'en fait, il a fallu que beaucoup d'entreprises se mettent à jour d'un coup, ils prennent conscience d'un coup. Et beaucoup. Et beaucoup. Parce que oui, l'ouverture parce que NIS 1 était réservé à quelques Et on en est milliers. qu'au tout début. Hein. Attention, hein, la sensibilisation sur le sujet, on est au tout début. On est au tout début. Le MEDEF s'empare du sujet. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que, et encore une fois, dans le travail ensemble, ça nous oblige à travailler avec des réseaux différents, à nous adresser à des personnes différentes. Je crois, par exemple, moi j'aimerais que dans les masters, dans les masters d'HEC, etc., on leur parle un peu cybersécurité. Ce seront les dirigeants de demain. Et à un moment, il faut qu'ils aient en tête ces risques-là. J'étais surprise. Ouais, ils commencent à y avoir ma des fille cours, est en école de commerce, une très belle. Bon, pour pas faire de pub, je dirais pas laquelle c'est, mais une très belle école de commerce. Et elle a eu des cours de cybersécurité. Il faut qu'ils aient des bases pour comprendre. Vraiment, mais c'est les générations de maintenant. Bon, c'est très bien parce que. Il faut commencer un moment. Mais j'étais agréablement surprise qu'elle soit formée, pas d'un point de vue ingénieur, d'un point de vue plutôt business. Business, parce que c'est ça, l'école de commerce, on forme. C'est un des enjeux clés, là, je pense, de NIS 2, ça va être de sensibiliser des petits patrons. Enfin, voilà, tu prends une PME, tu as 20 employés, tu es peut-être sur un secteur extrêmement critique, même avec tes 20 employés, d'usinage de précision, quelque chose. Tu es peut-être une cible sans le savoir. Tu te rends peut-être même pas compte de l'or que ton entreprise représente pour certains. Bien sûr, mais c'est exactement... Ouais. Et tu as tellement de sujets à traiter que la cybersécurité te passe à côté. Donc tu as besoin d'aide, tu as besoin de trouver des moyens d'y répondre. Et là, l'ANSSI et l'État font un travail formidable. L'ANSSI a ouvert un certain nombre de sites web qui te permettent justement de te mettre en contact avec des personnes qui peuvent t'aider localement à travers le plan France Relance 2030, etc. Enfin, il y a tout un tas d'aides aussi qui sont apportées aux entreprises pour mener des audits de sécurité, etc. Donc il y a quand même, tu vois, un écosystème complet qui se structure qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu ne pouvais pas bénéficier d'un crédit de l'État pour améliorer la cybersécurité de ton entreprise. Et est-ce que c'est pas justement un travail, entre guillemets, de lobbying qui pourrait être mené par... parce qu'en fait, c'est ton exemple qui m'a fait penser. Tu parles de ce petit artisan qui a une vingtaine de personnes, qui a peut-être de l'or entre les mains avec ce petit usinage. On pourrait se dire qu'effectivement, aller attaquer un Airbus, c'est hyper compliqué parce qu'Airbus... c'est absolument ce qui s'est passé depuis le Covid. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est ce que je disais quand on parlait de profitable, de chercher le profit. Mais en fait, c'était bien plus facile d'aller voir un petit constructeur basé à Rhône-Alpes. Je ne citerai pas des exemples, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Qui peut-être, il fait que des vis, mais c'est des vis qui vont servir à monter des appareils, qui vont construire des avions, comme les collectivités. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs une des évolutions de NIS 2, c'est écrit spécifiquement de devoir contrôler sa propre supply chain pour assurer la continuité des activités de son entreprise. Donc au final, tu vois, une législation comme NIS 2, c'est un prérequis en fait pour des grands groupes, parce qu'effectivement en fait c'est le seul moyen pour eux d'avoir un impact sur la défense de leur énième prestataire en bout de chaîne. Mais le prestataire, il est en première partie déjà conscient. Il y a quand même un changement aussi, il faut le signaler, auprès des ETI, auprès des structures plutôt. Il y a un changement de prise de conscience. Tout ce qui est cybersécurité, se défendre, tout ça, ce n'est plus vu comme une imposition, une lourdeur, tout ça. Ce n'est plus le cas. Le DSI d'une ETI, j'en sais rien, je donne encore exemple, Bordeaux. Voilà. Il n'est pas là, celui à qui je le pense. Eh ben, il doit, le DSI, il doit prouver que son SI, il est stable, sécure. Il doit vraiment aux actionnaires. Donc ça change la donne. Il y a une prise de conscience qui est complètement différente. Parce que la cybersécurité, la capacité de se défendre, donne une valeur au SI et donc à l'organisation, et tout le monde dans la chaîne en est conscient, du dirigeant, vraiment jusqu'au DSI. En fait, je pense que c'est intéressant ce que tu dis de parler de valeur de l'entreprise, parce que quand tu achètes une entreprise, tu fais des due diligence, etc. De plus en plus, le système d'information, sa sécurité, sont des leviers, en tout cas, pour faire baisser le prix de l'entreprise que tu achètes. Tout bêtement. Mais c'est hyper important, cette logique-là, en tout cas, d'écosystème, de travail ensemble.
Et pour aller plus loin, la réglementation européenne est en train d'évoluer. Elle va même dans le sens du travail et de la réponse en commun. J'ai oublié le nom de la réglementation, je suis désolé, mais où on vient se porter assistance. C'est-à-dire qu'à un moment, finalement, toi, grand groupe, grands industriels, tu peux avoir intérêt à aider un de tes clients, un de tes fournisseurs à se mettre au niveau. De la même manière que tu as pu le faire techniquement autrefois pour qu'ils te fournissent exactement ce dont tu as besoin, je pense qu'on va de plus en plus voir une assistance technique pour faire monter la cybersécurité, pour les faire monter au niveau de ton propre système d'information pour assurer ta protection. Je pense que ça va être une évolution naturelle de la cybersécurité dans les années qui viennent. Canon, t'as un beau message d'espoir. Et les assises qui sont du coup au centre un support de tout ça. On a la tagline, vraiment le fil porteur de cette édition des assises portée par Paul sur le travail ensemble. Nous l'avons vraiment décliné à 360. On a construit avec Paul toute une programmation de contenu sur comment travailler en réseau, comment travailler en entreprise, comment travailler hors entreprise, comment travailler avec l'État. On a construit toute une chaîne pour couvrir à 360. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment concrètement faire tout ça? Et pour revenir sur les rétex, sur le partage, les rétex ne sont pas communiqués. Donc on parlait de partage. Voilà. Attention aux assises. Ce qu'il dit aux assises reste aux assises. Alors, voilà, que je donne pas des mauvais messages. Et maintenant que Maria vient de dire ça, il faut quand même que je revienne sur quelque chose parce qu'après tout, je suis réserviste cyber, donc ça fait partie aussi de mes dadas. Tu parlais de l'armée. Je pense aussi qu'on a beaucoup à travailler avec l'armée. Je pense qu'il y a une logique d'engagement citoyen. Ça va parler tout particulièrement à Maria cette semaine, où on peut aussi défendre son pays. Ça, c'est pas dangereux de le dire. Hein. Voilà. L'armée a des besoins. Ils ont besoin de comprendre un certain nombre de choses. Ils ont besoin de bénéficier de l'expérience qu'on peut avoir en entreprise. Mais ce qui est super intéressant aussi pour des personnes comme moi qui travaillent dans le privé, c'est de se frotter au monde militaire. Parce qu'ils sont à la pointe quand je dis qu'ils sont à la pointe de l'épée, c'est qu'ils sont finalement confrontés à la menace la plus avancée, la plus ciblée, la plus forte, et qui sont des menaces qu'on verra peut-être arriver plus tard. Et donc c'est aussi hyper intéressant pour ouvrir ses chakras, d'aller travailler avec eux. Et au-delà de ça, aujourd'hui, tout conflit, quel qu'il soit, commence par un conflit cyber. Et donc on sera tous touchés, toutes les entreprises seront touchées à partir du moment où quelque chose se prépare. On n'a pas parlé de Paris 2024, mais voilà, ça a démarré. Ça y est, la France est le pays le plus attaqué d'un point de vue cyber en ce moment. C'est les Américains qui le disent. On a des fournisseurs qui nous disent « Est-ce que vous savez que la France est attaquée en ce moment ?» Bah oui, on a les JO. Et là, on ne va pas se demander si c'est l'État français qui est attaqué. Ça va être l'ensemble des entreprises qui participent de près ou de loin à l'organisation ou à la promotion des Jeux Olympiques. L'agglomération, que ce soit physique ou médiatique. Il n'y a pas de meilleur moyen pour des ennemis de la France que de faire une attaque cyber et perturber les Jeux Olympiques. Au moment où la France est le plus visible. Exactement. Oui, clairement. Les prochaines semaines vont être très complexes pour la communauté. Nous, dans l'organisation des assises, on sait justement qu'en septembre, il y aura beaucoup de choses à raconter, tout d'abord, mais aussi qu'en préparation, c'est une préparation assez complexe de cette édition, parce qu'on se dit que depuis juillet, on ne pourra plus compter sur le soutien qu'on a habituellement, parce que il faut vous laisser travailler. Ouais. Eh ben, pour terminer, et ça recoupe avec ce besoin de formation et d'éducation que tu évoquais aussi tout à l'heure, Maria, le fait que ce métier peut paraître très obscur, très complexe. Moi, il y a de plus en plus de développeurs et développeuses qui me contactent en me disant « J'ai envie de faire de la cybersécurité, j'ai envie de pouvoir me spécialiser dedans, mais effectivement, soit ça fait peur, soit je ne sais pas faire, parce qu'il existe très peu de formation pour ça. » Est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelques jeunes développeurs et développeuses qui nous écoutent, qui veulent s'orienter vers le monde de la cyber ? Ouais, alors j'y ai réfléchi parce que tu m'avais prévenu que tu allais en parler. Je pense que moi, j'ai des messages pleins d'espoir pour ceux qui veulent rejoindre le monde de la cybersécurité et qui commencent peut-être par ma propre expérience. J'ai passé mon bac en 96, j'ai 45 ans. Quand je suis rentré en école, en classe préparatoire en école d'ingénieur, il n'y avait pas de formation cyber. Ça n'existait pas et je ne sais même pas si le premier film sur les hackers était déjà sorti en dehors peut-être d'un film avec Robert Redford ou un truc dans le genre, quoi.
Donc c'était pas à la mode, c'était pas j'en avais jamais entendu parler. J'ai découvert le monde de la cybersécurité à l'occasion d'un stage entre ma 2e et 3e année d'école d'ingénieur, par hasard. Littéralement par hasard, je cherchais un stage. À l'époque, en télécom, la mode, c'était les réseaux de fibre optique. Il fallait absolument aller bosser chez Alcatel et Nortel parce qu'en plus, tu avais une BMW de fonction, c'était génial. Et j'ai découvert une annonce où il y avait écrit cybersécurité. Enfin non, pas cybersécurité d'ailleurs. Le vocabulaire à l'époque, c'était sécurité des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Là, ça donne mon âge. Déjà. Quand on commence à parler NTIC, on parle de mon âge. Donc il n'y avait pas de formation cyber. Moi, j'ai une formation d'ingénieur télécom et j'ai découvert la sécurité des systèmes d'information en entreprise directement. Et ce n'est que plus tard, bien plus tard, enfin quelques années plus tard, que j'ai finalement passé une sorte de diplôme américain. En l'occurrence, c'est le CISM, le Certified Information Security Manager, juste parce que j'avais envie d'aller travailler aux États-Unis, que les diplômes français ne sont pas forcément connus aux États-Unis, qu'il n'y avait pas de diplôme cybersécurité de toute façon, et que j'avais besoin de pouvoir justifier de mon expérience et de mon niveau auprès des Américains, enfin auprès des entreprises internationales. Donc il n'y a pas des milliards d'options pour tout le monde, et donc j'encourage à aller regarder de ce côté-là. Il y a des validations d'acquis professionnels que sont le CISSP, qui est assez connu, le CISM, le CISA, qui est plutôt tourné audit. Donc en gros, moi je me suis formé sur le tas, dans ma vie professionnelle et auprès de personnes qui m'ont appris. Ça marche encore, hein. Ça, c'est une première bonne nouvelle, c'est que ça continue à fonctionner. L'autre bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a des formations. C'est-à-dire que quand on veut spécifiquement aller vers la cybersécurité, au moins, il existe des formations. C'est-à-dire que quand j'ai terminé Télécom Bretagne en 2003, le Master Cybersécurité Télécom Bretagne Supélec Rennes s'ouvrait. Il n'était pas ouvert aux élèves de Télécom Bretagne. Ils étaient ouverts qu'à des personnes qui avaient déjà une expérience professionnelle. Aujourd'hui, on peut rentrer dans ce cycle-là. C'est une déspécialisation de l'école. Donc ça a déjà beaucoup évolué. Si on veut faire de la cybersécurité, il y a des formations. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas. Donc une grande partie des personnes qui travaillent avec moi en cybersécurité ou des experts qui font de la cybersécurité aujourd'hui n'ont pas de formation en cybersécurité. Ils ont appris par eux-mêmes, sur le tas, auprès de personnes qui leur ont enseigné, ou bien fait de la validation d'acquis derrière. Donc déjà, ils partent pas avec on va dire, tu vois, j'ai réfléchi. Ils partent pas avec un désavantage par rapport à la génération qui est déjà à leur place. Et je dirais, ils partent pas avec un désavantage parce qu'en plus, comme l'a dit Maria, on est une communauté de passionnés qui adorent leur métier. Et il n'y a rien de plus sympa que de partager ce que tu fais. Et c'est exactement ce que tu fais dans ce podcast en plus, on en a parlé avant. Et donc, ils trouveront des personnes qui seront heureuses de partager avec eux tout ce qu'ils font. Donc ça, déjà, je pense qu'il faut bien se le mettre en tête, ça. Et, voilà. Et alors après, pour trouver les formations, il y a les écoles d'ingénieurs. Beaucoup d'écoles d'ingénieurs ont des masters en cybersécurité. On ne va pas toutes les énumérer. Pour ceux, il y a à travers le pôle cyber, je ne sais pas si le pôle cyber rassemble un peu les écoles aussi et les formations. Je sais que sur Rennes, il y a le pôle d'excellence cyber qui lui rassemble toutes les formations, tient une liste à jour, etc., de toutes les formations cyber qui existent sur le Grand Ouest, etc. Donc il y a les formations, il y a les moyens d'aller les chercher, etc. Et elles existent à tout niveau, ces formations. C'est aussi un moyen de parler de l'armée. L'armée a énormément de besoins de combattants cyber, elle forme et elle recrute. Donc ça peut être aussi un moyen de rentrer. En fait, voilà, donc des moyens d'aller se former, d'aller voir, il y en a partout. Un message, par contre, que je voulais passer, et ça rejoint un peu ce que disait Maria tout à l'heure, les métiers de la cybersécurité sont beaucoup plus variés qu'on ne le pense aussi. Il n'y a pas que des pen-testeurs de génie. Il y en a, il en faut, mais c'est une toute petite partie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas tous du pen-test. Et du coup, ceux qu'on fait, par exemple, comme moi, de l'ingénierie réseau, ils sont légitimes pour aller faire de la cybersécurité réseau, donc démarrer sur les firewalls, les proxys, les reverse proxy, etc. Et leur compétence, elle est là, elle est disponible et immédiatement exploitable. Je pense que c'est vrai aussi de tout ce qui est administration système, mais aussi code, parce que finalement, il faut en écrire, il faut le sécuriser, il faut le maintenir. Voilà, et il y a tous les métiers. On a parlé de renseignement d'intérêt cyber, on a parlé d'audit, on a parlé d'architecture technique, de sensibilisation.
Voilà. En fait, des métiers, il y en a énormément et ils ne sont pas tous aussi techniques qu'on veut bien le dire. Voilà. Il existe des formations. Je pense qu'à partir du moment où ils ont envie, ils peuvent y aller. Ouais. Et le dernier élément, là, j'arrête pas, je suis intarissable, pardon. Le dernier élément, peut-être, voilà, j'ai perdu le fil. Excusez-moi. Ah, zut. Pas grave. Un dernier élément de formation ou un type de contenu qu'on peut suivre ou c'était... Non, ou un type de métier. Voilà, tant pis, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Si, c'était le recrutement. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une pénurie de recrutement, ou en tout cas, on pense, parce qu'après, la pénurie de recrutement, j'ai parfois du mal à bien la mesurer. Parce que finalement... C'est logique, hein, c'est difficilement mesurable. Oui, parce que quand on regarde le nombre de postes, etc., on n'a pas l'impression non plus que ce soit partout, etc. Mais à partir du moment où il y a aussi une pénurie de personnel, toutes les entreprises qui recrutent se doivent d'ouvrir un peu leur mode de recrutement et d'ouvrir plus largement. Donc très, très clairement, des grandes entreprises françaises ont monté des universités cyber internes pour proposer des parcours de réorientation professionnelle à un certain nombre de leurs propres employés. Enfin, voilà, donc, en fait, il y a eu un bel exemple à La Poste. Hein, oui, La Poste, il y a EDF, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a quelque chose de ce type-là aussi. Enfin, en fait, il y a des initiatives dans tous les sens et quelqu'un qui a vraiment envie d'aller travailler en cybersécurité aujourd'hui peut le faire. Il faut juste peut-être sortir de l'image qu'on a de la cybersécurité et qui serait le pentest et la personne seule derrière son ordinateur extrêmement technique qui trouve une faille que personne n'a trouvée avant, etc. C'est une toute petite réalité de la cybersécurité. Et ce que je disais, c'est pour ça qu'il y a une mission de vulgarisation de la complexité et fascination des métiers et que j'ai décidé avec les assises de porter comme message médiatique, message très concret qu'on va vraiment se donner comme intention, plus concrètement. Canon. Du coup, j'invite tous les développeurs et développeuses qui ont envie de s'y intéresser. Voilà, vous avez plein de pistes. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est effectivement un monde passionnant. Merci à vous deux pour cette superbe discussion. J'aurais deux dernières questions pour vous, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce que vous avez un contenu, technique ou non, que vous souhaiteriez partager avec l'ensemble des auditeurs? C'est toi ou moi qui réponds? À toi l'honneur, Maria. Alors, c'est en ton honneur, figure-toi. Oh là là. Je suis allée dernièrement à l'exposition au Louvre dédiée aux Jeux Olympiques, les Olympiades. Donc il y a un retour fascinant sur la création des Jeux et tout ça. C'est un parcours de visite qui peut se faire à une petite heure. Donc c'est pour un honneur à Paul et ensemble. Donc je donne ça comme suggestion. Canon. Et alors moi, je vais parler d'un podcast que je trouve absolument passionnant, qui est fait par Xavier Delaporte, qui s'appelle Le Code à changer, qui est juste fantastique pour les personnes qui s'intéressent à la technique. Et puis, il aborde tous les sujets à travers un prisme qui est lié à la philosophie, à l'histoire, etc. C'est juste passionnant. Et je suis rentré dans ce podcast complètement par hasard par une collègue, tu vois, qui, sachant que j'étais passionné d'aviation, voilà, je pilote, m'avait envoyé un épisode qui s'appelle « Dans un avion, confie-t-on sa vie à des logiciels ?» et qui reprenait un peu justement tous les risques autour de la gestion logicielle dans un avion. Donc en plus, je pense que pour des développeurs, ça sera extrêmement intéressant. C'est en effet un podcast passionnant, je vous le recommande aussi. Et comme on parlait d'apprentissage de la sécurité, j'en profite pour recommander aussi le podcast No Limit Sécu, qui est la référence des contenus sécurité français. Et donc si vous écoutez ce podcast, a priori vous écoutez les podcasts, donc je vous conseille d'aller écouter No Limit Sécu. Et dernière question pour vous deux, est-ce que vous êtes plutôt tabulation ou espace, Maria? Alors j'ai découvert il y a 1 heure que je suis tabulation. Apparemment ça changera pas ma vie, donc je suis tabulation. Très bien. Et toi, Paul? Bah ouais, moi pareil, je suis tabulation. Ah bah voilà, on a des atomes crochus. J'ai appris à coder en faisant du Java, ce qui va faire pleurer certains ici ou les faire hurler, j'en sais rien, mais du coup, l'intentation du code étant clé, c'est tabulation. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci Bruno. Merci Bruno. Merci Paul. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Alors je crois que les inscriptions pour les assises ouvrent aujourd'hui, mais je crois que c'est plus ou moins complet, donc... Vous pouvez essayer si vous avez envie, mais enfin voilà, c'est un incontournable à faire.
Je crois que c'est le dernier épisode qui sera diffusé cette année avant que je parte en vacances et qu'on lance une série spéciale dédiée à la tech dans le monde des JO. Donc j'espère que cette série va vous plaire, dans le monde du sport, pardon, pas en général. J'espère que cette série va vous plaire. Je vous souhaite d'excellentes vacances de fin d'année, de vacances d'été. J'ai hâte de vous retrouver à la rentrée pour tout plein d'épisodes formidables. Et d'ici là, bien évidemment, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.